Comme le disait Coluche, on allume un feu de camp et on voit apparaître Hugo Frey. Et c'est vrai, c'est un ancien moniteur de centre aéré qui vous le dit. Hugo Frey allumait le feu bien avant Johnny. Comme vous pourrez le constater au Palais des Sports les 29 et 30 mai et dans son nouvel album Hugues, édité par Mercury. Il poursuit la même ligne, droit dans ses Santiago, titre de son livre publié chez Didier Carpentier, et laboure son chant sans relâche, car, comme dans la fable, un trésor y est caché dedans. Hugo Frey, c'est le laboureur et ses enfants. Comme ne le disait pas Coluche, quand j'ouvre mon cahier de récitation, je vois apparaître La Fontaine. Qui n'a pas bafouillé une de ses fables, cité une de ses morales? Mais qui est Jean de La Fontaine pour vous, Hugo Frey? Jean de La Fontaine, le papillon du Parnasse, c'est ainsi qu'il se définissait. Il est né à Château-Thierry, non loin de Paris, en 1621. On ne sait pas beaucoup de choses sur la jeunesse de La Fontaine, mais on sait qu'il était assez, comment dirais-je, dissipé, frivole, léger. Par la suite, tout le monde sait qu'il sera très libertin d'ailleurs. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une carrière ecclésiastique qui l'attire. Il envisage ça, mais il rentre à l'oratoire et assez rapidement, au bout d'un an à peine, il renonce à ce projet et il va s'orienter plutôt vers des études de droit pour devenir avocat. Son père décide de le stabiliser en le mariant. Il a 26 ans lorsque, en 1647, il le marie à une jeune fille de 14 ans. Dès qu'il a son titre d'avocat, en 1649, il est avocat au Parlement de Paris. Il vient souvent à Paris, alors là, c'est une catastrophe qui va mettre en danger le mariage. Donc, il va finalement renoncer au projet d'être avocat et finalement, il achète la charge de maître des eaux et forêts, comme son père, et à ce moment-là, il a 31 ans environ. Il va faire ça pendant, je crois, environ une dizaine d'années. Mais à Paris, il a quand même fréquenté des gens de la littérature qui sont plus jeunes que lui d'ailleurs. Molière, Boileau, Racine, Charles Perrault, des contes de Perrault. Il fréquente ces gens-là et il se fait remarquer par quelques petits écrits qu'il a faits par le surintendant Fouquet, que Louis XIV jalouse d'une façon terrible. Et Fouquet va se prendre d'amitié pour lui et lui accorder une pension poétique. Quelque temps vont passer et il va commencer à écrire des contes qui sont inspirés de Boccace. Et puis, les années passent, nous sommes en 1668, alors là, tout d'un coup, il décide d'écrire des fables, cette fois-ci inspirées, et ça c'est remarquable, il faut le dire, il va citer toujours ses sources, évidemment Ésope et Phèdre. Il a 47 ans, et il va maintenant chercher des soutiens financiers auprès de toutes ces femmes qu'il aime tant et qui le soutiennent. Alors je peux citer, il y a Madame de Sévigné, il y a Madame de Lafayette, il y a la Duchesse d'Orléans, et puis, attendez, il y a Madame de la Sablière, qui elle va être la plus fidèle puisqu'elle va le soutenir pendant 20 ans, et elle va se battre aussi pour qu'il rentre à l'Académie française, parce que Louis XIV ne voulait pas lui accorder cette faveur. Finalement, il va finir par céder. Le succès des fables y est certainement pour quelque chose. Et il rentre à l'Académie française en 1683. Quelque temps après, Madame de la Sablière meurt. 2 ans après la mort de Madame de la Sablière, qu'il aimait beaucoup, il va lui-même mourir, très triste. Avec, aux derniers moments, aux instants de sa vie, il se retourne vers la religion. Et il renie ses contes. Et il va mourir en 1695 à l'âge de 74 ans. Alors, pourquoi je l'aime? Bien, écoutez, je vais vous dire, je crois que dans la querelle des anciens et des modernes, il est du côté des modernes, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Parce qu'effectivement, il utilise la fable comme, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un clip littéraire. Quelque chose de rapide, de très imagé, de facile à comprendre. Ça va devenir des succès, mais comme des chansons. Parce que dans son premier livre, il y a une liste impressionnante de ce qu'on appellerait aujourd'hui de tubes.
C'est un mot que je n'utilise jamais pour les chansons. Mais je l'utilise aujourd'hui exprès pour vous dire que il va créer des tubes. Pensez donc, dans son premier livre, il y a la cigale et la fourmi, il y a le corbeau et le renard, il y a la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, il y a le loup et le chien, il y a la besace, il y a le rat des villes et le rat des champs, il y a le loup et l'agneau, la mort et le bûcheron. Enfin, c'est quand même un homme qui a eu un succès populaire. Par exemple, quand on regarde dans le dictionnaire, on voit Jean de La Fontaine, poète, moraliste, dramaturge, librettiste, romancier. Mais personne ne met philosophe. Or, moi, je crois que on ne réalise pas à quel point, derrière ces fables, il y a en fait une analyse de l'âme humaine, et quel est le vrai travail du philosophe si ce n'est pas de comprendre les mécanismes secrets de l'âme humaine. Et moi, je vais me permettre de demander votre fable. Quelle fable vous aimeriez? Eh bien, une fable que je vis depuis 50 ans. C'est vraiment moi. Et c'est la première fable de Jean de La Fontaine dans le premier livre, La cigale et la fourmi. Je suis la cigale de la fable. J'ai passé mon temps à chanter pendant l'été, et chaque hiver, je découvre que je suis un peu dépourvu. Est-ce que vous feriez le plaisir de me dire la cigale et la fourmi? La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt capital. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, ne vous déplaise, je chantais. Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Est-ce que je me suis trompé? Non, pas du tout, c'est tout à fait ça, et on va chanter et danser grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.